Sa réaction était attendue après la publication des résultats provisoires des élections présidentielles et législatives. Eh bien, le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, est sorti de sa réserve. Le parti dénonce des irrégularités qui jettent un discrédit sur les résultats de ces élections. Vous l'entendrez tout à l'heure. Coup de projecteur dans ce journal sur la stratégie gagnante du candidat du MPP à cette élection présidentielle. Près de 58% des suffrages exprimés. Qu'est-ce qui a favorisé le candidat Roch-Marc Christian Kaboré? Comment a-t-il construit sa victoire? Élément de réponse dans un instant. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Politique pour commencer avec cette réaction du Congrès pour la démocratie et le progrès sur le double scrutin du 22 novembre dernier. Des irrégularités, des insuffisances, de multiples dysfonctionnements, autant de manquements décelés dans ce processus électoral selon l'ex-parti au pouvoir. Mais qu'à cela ne tienne, Eddy Kombego et ses camarades n'entendent pas formuler des recours contre la présidentielle. Pour les résultats des législatives, par contre, les candidats ont été instruits de formuler des recours au cas par cas dans leur circonscription. On en sait davantage avec Roméo Kuita. En l'absence du président du parti, Eddy Kombego, arrivé deuxième à la présidentielle, c'est le directeur de campagne nationale qui donne le ton. Et le message est on ne peut plus clair. Pour le CDP, les résultats des élections couplées ne sont pas crédibles, au regard d'innombrables irrégularités qui ont émaillé le scrutin. De la modification irrégulière et unilatérale de la cartographie des bureaux de vote par la CENI, en passant par l'ouverture tardive ou non de certains bureaux de vote, au transfert d'urnes pour dépouillement hors des sites du scrutin, le Congrès pour la démocratie et le progrès estime que les élections n'étaient pas transparentes. La CENI, par la voix de son président, a reconnu que des irrégularités ont émaillé le scrutin, mais sans en déduire de conséquences sur les résultats. Le Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, en conclut que la sincérité du scrutin du 22 novembre 2020 est sérieusement entamée et jette un discrédit sur les résultats proclamés. En conséquence, le parti, qui est désormais crédité de 20 députés à l'Assemblée nationale, compte faire un recours auprès du Conseil constitutionnel en ce qui concerne les résultats des législatives. Pour la présidentielle, en revanche, le parti a finalement désisté. L'idée du recours n'ayant pas fait l'unanimité au sein des partis signataires de l'accord politique de l'opposition. Au niveau des acteurs politiques, vous avez suivi à un moment donné une déclaration qui a été faite au niveau du CEPOM, où, de façon acceptée, on a bien dit qu'on allait déposer un recours. Malheureusement, par la suite, nous avons constaté qu'il n'y a pas d'unanimité. Et ça, c'était le 28. Concernant une éventuelle félicitation du candidat déclaré provisoirement vainqueur du scrutin présidentiel, le CDP pourra le faire lorsque le Conseil constitutionnel aura définitivement certifié les résultats. Aller féliciter n'est écrit nulle part. Ça, c'est le fair play politique. Sinon, ce n'est pas une obligation de se déplacer, aller féliciter son challenger qui est vainqueur. S'il est déclaré par le Conseil constitutionnel vainqueur des élections, nous irons sans problème le féliciter. Notre candidat ira le féliciter. Avec un score d'un peu plus de 15% des suffrages à la présidentielle et 20 députés aux législatives, le CDP juge ses résultats en deçà des attentes, mais compte tirer toutes les leçons de cette défaite pour mieux aborder les futures échéances électorales. Au mouvement du peuple pour le progrès, l'on reste serein. Il n'y aura pas de recours ni pour la présidentielle ni pour les législatives. Roch-Marc Christian Kaboré a été réélu avec 57,77% des voix, et ce, malgré une adversité très forte et un bilan pas tout à fait reluisant. Comment le président réélu a construit sa victoire? Quel était son discours de campagne pendant la campagne? Élément de réponse sur une stratégie gagnante avec Kwame Hervidapa. Son directeur national de campagne l'avait prédit, et avec la manière. Ce qui nous a été donné de voir ce matin,
nous convainc de dire the game is over. Oui, le jeu est bien terminé, plié dès le premier tour. Il faut dire qu'il n'y a pas eu match tant les écarts dans les scores sont abyssaux. Près de 58% des voix, Roch-Marc Christian Kaboré écrase littéralement ses adversaires. Il fait un score supérieur au double de celui de ses deux principaux rivaux combinés. Une véritable gifle. Et pourtant, ce n'était pas gagné. Juste avant le début de la campagne, Roch-Marc Christian Kaboré perd son père. Il est obligé de reporter le début de sa campagne à lui, le temps de rendre honneur et hommage à son géniteur. Pas le temps de faire le deuil, il faut retrousser les manches et aller sur le terrain où ses adversaires ont déjà pris de l'avance. Les meetings et autres réunions politiques vont alors se succéder avec une cadence infernale. Face aux foules, le candidat du MPP va s'atteler à défendre son bilan pourtant jugé catastrophique par ses détracteurs. Son message est simple. Regardez ce que nous avons fait en 5 ans, route, école. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Nous n'avons pas tout réussi. Donnez-nous encore un quinquennat pour mieux faire. Et le message fait mouche, du moins dans les urnes. Les tirs groupés de ses adversaires sur lui avec l'argumentaire de l'échec sécuritaire n'auront rien changé, car même dans les régions en proie à l'insécurité criante, Roch-Marc Christian Kaboré étrille, là encore, ses adversaires. La stratégie de la victoire, c'est aussi le corps à corps avec les électeurs menés dans les provinces et villages, orchestrés par des hommes liges. Le ministre de l'Éducation nationale, Stanislas Ouaro, dans le Moun, le président de l'Assemblée nationale, Alassane Balassa Kandé, dans le Kadiogo, celui des Affaires étrangères, Alpha Barry, dans le Kourouégo, Lassane Kaboré de l'économie et des finances, dans les Balais, ou encore Éric Bougouma des infrastructures, dans le Kanzourgou, tous élus ou réélus députés. Les législatives, là aussi, largement remportées par la majorité et ses alliés, la boucle est bouclée. Comme un avion cargo gros porteur, Roch-Marc Christian Kaboré, surnommé le Diesel, prend les commandes pour 5 ans. Comment va-t-il négocier les zones de turbulence? Avec quel équipage? Et comment sera l'atterrissage en 2025? Bien malin, celui qui lira dans la boule de cristal. Vous aurez constaté ce lapsus linguier, Roch-Marc Christian Kaboré a été réélu avec 57,87% des voix. La précision est nécessaire. Contrairement au MPP, l'OPABF, lui, fait ses premiers pas dans l'arène politique burkinabé. Si le candidat de l'OPABF a fait ses preuves dans les tribunaux, dans la politique, c'est tout autre chose. Pour une première participation à une élection présidentielle, Maître Ségui Ambroise Farama a été classé 10e avec 25 583 voix, soit 0,90% des suffrages exprimés. Quelle leçon tire-t-il de cette première expérience? Rémi Lambert-Nébier a voulu en savoir davantage. Candidat d'un jeune parti politique, Maître Ségui Ambroise Farama a tenté de gravir la plus haute marche avec 12 de ses concurrents. Arrivé 10e au classement final avec 0,90% des voix, Maître Ségui Ambroise Farama, après avoir parcouru le Burkina 3 semaines durant à la rencontre des électeurs, pense maintenant comprendre pourquoi il n'a pas été si convaincant auprès de la majorité d'entre eux. Mais la principale leçon que je tire de cette élection présidentielle, c'est que jusque-là, les populations, le peuple burkinabé ne votent pas pour un programme. Et je pense qu'ils votent beaucoup plus pour des intérêts, j'allais dire, matériels immédiats. Et le programme, la vision semble être une préoccupation secondaire. Autant le dire, l'argent a été la clé de ces élections, selon le candidat de l'Organisation des peuples africains. Mais est-ce l'argent qui a manqué à Maître Ségui Ambroise Farama? Le choix de beaucoup de gens est guidé donc par l'argent, mais ça ne veut pas dire que l'argent nous a manqué parce que, comme je l'ai dit, même si nous avions l'argent, nous n'aurons pas fait ce que les autres font. Nous n'aurons pas travaillé donc à acheter des consciences, nous n'aurons pas travaillé à acheter donc des voix. Pour Ambroise Farama, la jeunesse du parti qui porte sa candidature pourrait être analysée comme le facteur handicapant de sa première expérience. Le parti étant jeune, nous n'avons pas encore des structures sur toute l'étendue du territoire national. Ça c'est un. Deuxièmement, nous avions été présents pour les législatives seulement dans 15 provinces sur 45. À telle enseigne que les militants qui étaient donc les relais de la direction nationale de la campagne n'étaient pas non plus disponibles. Parce que vous savez que pour pouvoir
pouvoir être disponible pour battre la campagne, si vous êtes un travailleur, il faut pouvoir prendre un congé. Et lorsque vous n'êtes pas candidat, vous ne pouvez pas avoir un congé. Et si vous prenez un congé, c'est un congé non payé. Donc, naturellement, nous avons eu des difficultés pour avoir effectivement tous les militants à mobiliser et sur le terrain pendant ces trois semaines-là. La déception n'anime guère le candidat de l'OPABF qui dit avoir eu le mérite de participer. Il ne s'offusque non plus de son score de 0,90%, puisqu'ayant la conviction d'avoir participé à un jeu démocratique dont les règles étaient faussées a priori. Près d'une semaine après sa réélection, le président provisoire Roch-Marc Christian Kaboré s'attaque déjà aux grands défis du pays. Hier, il a pris part à une réunion par visioconférence des chefs d'État et de gouvernement du G5 Sahel avec l'Union européenne. Objectif, faire le point des engagements pris de commun accord en avril dernier entre les deux parties. Au cours de cette rencontre, le chef de l'État a réitéré sa volonté pour une annulation pure et simple de la dette, et ce au regard des conséquences perverses du coronavirus sur l'économie burkinabé. La situation sécuritaire dans le Sahel n'a pas été occultée lors de cette réunion. On en sait davantage avec Alpha Barry, le ministre en charge des Affaires étrangères. Il y avait 3 points à l'ordre du jour. Premier point, le contexte de la Covid-19 et comment est-ce que l'Union européenne pouvait les aider. Il y avait eu des engagements des Européens à ce niveau pour appuyer nos États. Et deuxième point, c'était sur le plan sécuritaire et alimentaire. Et comme vous savez, en raison donc de la situation que traversent les pays du G5 Sahel, les chefs d'État, à l'occasion donc de la visioconférence d'avril dernier, avaient insisté sur le fait qu'il ne fallait pas oublier que le Sahel vit donc une situation sécuritaire difficile. Et à ce niveau, l'Union européenne s'était engagée à nouveau à être aux côtés des États du Sahel avec un engagement financier qui a été annoncé, qui était de l'ordre de près de 200 millions d'euros. Le troisième point entre les deux parties concernait la dette des pays du G5 Sahel au regard du contexte de la Covid-19. Comme toute l'Afrique, les pays du G5 Sahel ont demandé que l'Union européenne puisse appuyer pour une annulation de la dette. Et par rapport à ces 3 engagements, ou ces 3 points essentiels, aujourd'hui, il était question de faire le point pour voir quelles ont été les évolutions. Et à ce niveau, on peut noter que des décaissements ont été faits tant au niveau du contexte de la Covid-19 où l'Union européenne a anticipé sur des décaissements en faveur de notre pays qui sont montés dans l'ordre de 113 millions d'euros. Et également sur le plan sécuritaire, nous avons noté une montée en puissance de la force conjointe du G5 Sahel qui est fortement appuyée par l'Union européenne, comme vous le savez, et l'Union européenne qui totalise à ce jour 254 millions d'euros de décaissement en faveur donc de la force conjointe du G5 Sahel. Et puis pour ce qui est de la dette, le président du Conseil européen, Charles Michel, a fait le point de ces démarches auprès des autres partenaires, notamment FMI et les bilatéraux. Il y a eu des décisions qui ont été prises pour l'allègement de la dette, mais pas l'annulation en tant que telle. Donc la réflexion continue pour voir quels peuvent être les mécanismes qu'on peut proposer, de sorte qu'une annulation s'accompagne donc d'un développement de ces pays-là, c'est-à-dire une reconversion de la dette en faveur donc du développement de nos pays. L'année 2020 tire inexorablement vers sa fin. Les cérémonies de décoration vont bientôt s'installer. La Brigade nationale de sapeurs-pompiers ouvre le bal pour son abnégation et sa détermination pour le développement de la BNSP. Pascal Batiobo, l'ambassadeur du Burkina Faso au Japon, a reçu une médaille d'honneur de sapeurs-pompiers en présence de Abdou Aziz Sari. Il est considéré comme l'un des Burkinabés qui a beaucoup contribué au développement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. À travers ces liens de coopération, l'ambassadeur du Burkina Faso au Japon a permis à la BNSP d'obtenir 15 véhicules d'intervention, tous déjà en service. Toujours grâce à ces médiations, 7 autres véhicules sont en voie d'être acheminés au Burkina Faso.
En guise de reconnaissance, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers décerne à Pascal Batiobo une médaille d'honneur. Ce que M. Batiobo a fait, c'est énorme. Et donc, Monsieur le ministre d'État, notre ministre de tutelle, n'a pas pu être présent. Donc, en tout cas, il nous a autorisé à pouvoir organiser cette cérémonie et témoigner notre gratitude à M. Batiobo. Et nous espérons que son Excellence, M. l'ambassadeur du Burkina au Japon, pourra continuer dans les négociations pour nous permettre d'avoir d'autres équipements dans l'avenir. Cette distinction n'est pas la première du diplomate burkinabé au Japon. Pascal Batiobo a été déjà fait chevalier de l'Ordre national en 2014, puis décoré de l'Ordre de Saint-Charles par le prince Albert II de Monaco. En tout cas, je voudrais, à travers cette distinction, remercier l'ensemble des agents de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers pour l'honneur qui nous est fait. C'est une distinction qui nous va droit au cœur et pour nous, c'est une invitation à faire mieux, à contribuer davantage au développement économique et social de notre pays. Donc, je suis très heureux de participer à cette cérémonie. Et comme vous le savez, de son Excellence, M. Batiobo travaille très bien pour le développement du Burkina Faso et aussi le renforcement de l'amitié entre le Japon et le Burkina Faso. Premier conseil à l'ambassade du Burkina Faso à Washington en 2008, Pascal Batiobo va être ensuite nommé ambassadeur et directeur général des relations bilatérales en 2013, avant d'être nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso auprès du Japon, avec juridiction sur l'Australie, le Singapour, les Philippines, la Nouvelle-Zélande et la République de la Corée. Pour la chronique économie de cette semaine, Rémi Lambert-Lévy s'est intéressé à la fausse facturation, un phénomène qui cause d'énormes pertes au Burkina Faso. La fausse facturation, une pratique courante dans le milieu des affaires au Burkina Faso, mais à quel degré? Cela a toujours été estimé approximativement avant que la sonnette d'alarme ne soit tirée par l'ONG American Global Financial Integrity dans son rapport de mars 2020. Selon les analyses menées sur la période 2008 à 2017 et fondées sur les écarts des déclarations d'échanges commerciaux entre le Burkina Faso et plusieurs autres pays, le Burkina aurait perdu plus de 288 milliards de francs CFA chaque année, dû à un système de fausse facturation mis en place. Une entreprise au Burkina peut, par exemple, dire je suis allé pour acheter telle marchandise à 1 milliard de francs CFA. Donc c'est 1 milliard de francs CFA qui vont sortir suivant cette facturation-là. Pourtant, la marchandise, de l'autre côté, à Dubaï, en Chine, la vraie valeur de la marchandise, c'est 500 millions. Donc ça veut dire que c'est une manière de faire sortir 500 millions gratuits, facilement du Burkina. On est à la barre de tout le système de contrôle. Donc il peut y avoir la surfacturation et la sous-facturation, aussi bien à l'importation qu'à l'exportation. Au regard de l'ampleur des chiffres, il est évident qu'un véritable réseau de faussaires au niveau interne qu'externe et sur toute la chaîne s'est tissé. Et le phénomène ne constitue pas seulement un manque à gagner pour le budget de l'État. Il pèse lourdement sur l'économie burkinabé dans sa globalité. Les fausses facturations de la Côte d'Ivoire ont été évaluées à 2555 millions de dollars. Mais pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, vous allez vous rendre compte que c'est 18% de l'ensemble des facturations ivoiriennes par an. Donc au Burkina, ça fait 22%, même si le montant est faible. Mais en Côte d'Ivoire, ça fait 18% et le montant est plus élevé. Ça veut dire que la forte facturation fait plus de mal à l'économie burkinabé en termes de proportion. Et quand vous regardez en termes d'ampleur, 288 milliards, ça dépasse le budget du ministère de la Santé. C'est autour de 240 milliards. 288 milliards, ça dépasse de loin le budget du ministère de la Défense. Je prends ces deux-là parce qu'aujourd'hui, on a la COVID-19 et on a le terrorisme. Le secteur cité par l'ONG Global Financial Integrity comme le plus impliqué dans la fausse facturation au Burkina Faso est celui des mines, à travers l'achat des machines et des produits minéraux utilisés dans l'extraction des substances minières. Mais n'empêche que certains opérateurs économiques burkinabés soient également impliqués dans cette pratique frauduleuse.
Plusieurs de nos opérateurs économiques ont des importations en milliards, mais sont classés au niveau des moyennes entreprises ou même dans les microfinances ou ce qu'on peut appeler secteur informel. Donc il faut que le système de contrôle, de suivi et aussi pour traquer cette fausse facturation-là, au niveau de l'administration fiscale aussi, on se met au top. Surtout une interconnexion des systèmes de la douane et des impôts. Il est vrai que le projet en cours, Sidonia, Sylvie, la douane, doit être connecté à Syntax pour les impôts. Il faut qu'on sache que quelqu'un quand même qui importe une marchandise d'1 milliard, la douane peut envoyer l'information aux impôts, qu'il faut qu'au niveau des impôts, on le vérifie. L'addition du Burkina Faso à la plateforme Kiev Trade qui permet de vérifier les prix des transactions avec 43 pays fortement impliqués dans le commerce international pourrait contribuer à minimiser ce phénomène de fausse facturation. Actualité hors de chez nous, on assiste depuis un certain temps à une montée des bavures policières aux États-Unis, en France et dans bien d'autres pays. Le pays d'Emmanuel Macron pose le problème. En France, le ministre des Affaires intérieures était face aux députés. Gérald Darmanin se dit être prêt à réformer la police. Posément et calmement, Gérald Darmanin répond. Face aux députés, le ministre de l'Intérieur liste ce qu'il appelle les péchés capitaux des forces de l'ordre. D'abord, il y a une erreur fondamentale que nous avons commise au ministère de l'Intérieur. C'est le peu de formation que nous offrons à nos policiers. Mais aussi l'encadrement, le matériel, les images ou encore la question des inspections. Pour y remédier, 3 pistes. Les caméras piétons généralisées à partir du 1er juillet, une formation des policiers renforcée et éviter le divorce entre police et population. Gérald Darmanin prend également la défense de Didier Lallement, le préfet de police de Paris, vivement critiqué. Mais aujourd'hui, le préfet Lallement, il a toute ma confiance. Il fait des choses extrêmement difficiles. La réunion de la manifestation de samedi s'est déroulée dans des conditions de tension médiatique et sur le terrain compliqué. Et je ne suis pas de ceux qui tirent dans le dos des gens, surtout lorsqu'on est en difficulté. Une audition avec en toile de fond le projet de loi sécurité globale et son controversé article 24, suspendu hier par le groupe La République En Marche à l'Assemblée, qui propose désormais sa réécriture totale. Avant de nous quitter, sachez qu'aujourd'hui, 1er décembre, est célébrée la journée mondiale de lutte contre le VIH et SIDA. Les recherches sur cette maladie découvertes en 1983 n'ont pas encore permis de trouver un vaccin. Mais des traitements existent, des traitements pas toujours accessibles à tous. Cette journée du 1er décembre 2020 sera donc mise à profit pour mettre l'accent sur les inégalités d'accès aux soins. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis et à demain pour un autre point de l'actualité.